Mesdames et messieurs, bonsoir. Il me plaît à l'orée de cette nouvelle année, l'année que voici, souhaiter à chaque Malien et à l'ensemble des Maliens une année de paix retrouvée, une année d'accomplissement après une année de déchirement de sang et de larmes. Dieu est avec nous, un Malien est indivisible, c'est possible et c'est pour bientôt. Mesdames, Messieurs, nous inaugurons ce soir une nouvelle série d'émissions, d'informations et de débats, la grande interview. Et dans cette première, nous allons parler argent, ou plutôt le manque d'argent. Et quand c'est à l'échelle d'un État, on parle de budget, on parle de finances, on parle d'investissement. Budget 2013, les attentes et les défis, c'est le titre que j'ai décidé de donner à cette émission de ce soir. Et Philidabo Sissoko, qui n'est plus à présenter, disait, quand tu entends « Ah, mon bon chameau, c'est que ton ami Moore est là ». Alors ici, pour parler budget, j'ai invité M. le ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tchenan Koulibaly. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de nous accepter. Bonsoir, M. le directeur général. M. Tchenan Koulibaly est bien connu pour avoir traversé les époques. De par son parcours, Tchenan connaît la moitié du Mali, l'autre moitié connaît Tchenan. Monsieur le ministre, si je me permets ces familiarités, parce que je vous connais, et je sais que dans une autre vie, vous étiez déjà le chancelier de l'échiquier, pour parler comme les Anglais, gardant les cordons de la bourse, quand elle était déjà très maigre. Et vous êtes encore là plusieurs années après, vous avez toujours les cordons, mais vous n'avez pas de bourse. Le Mali est coupé en deux, c'est le minimum qu'on puisse dire. Les Maliens errent comme des âmes en peine, l'économie malienne est en récession. Monsieur le ministre, l'heure est grave. Ma question est aussi grave. Comment faites-vous pour paraître toujours gai? En tout cas, vous passez pour le Malien le plus souriant. Monsieur le ministre, est-ce une feinte, de la malice, de la sincérité? Vous voulez communiquer votre joie? Je vous remercie, M. Daga Maïssa, pour le cas que vous-même, l'ORTM, me donne pour parler aux Maliens des finances du Mali. Je voudrais commencer, comme vous, par souhaiter une bonne et heureuse année à tous ceux qui nous regardent, mais à tous les Maliens, et souhaiter que 2013 soit meilleur que 2012. Il ne peut d'ailleurs pas en être autrement, que 2013 soit l'année où les Maliens retrouvent entièrement le territoire national, que 2013 soit l'année où les Maliens retrouvent entièrement leur démocratie, que 2013 soit l'année où élire l'action. Je suis sûr que cela est à notre portée, mais bien sûr, j'y contribuerai au mieux que je peux. Vous dites que je souris, mais il y a de quoi être souriant. Parce que, bien, j'aurais peut-être dû dire, si j'étais moins prétentieux, que le Mali va mieux. Moi, je dirais tout simplement que le Mali va bien. Le Mali va bien en ce sens que nous avons effectivement traversé de grandes difficultés en 2012, mais nous sommes en train de venir à bout de ces difficultés, quel que soit le plan sur lequel on voit les choses, sur le plan politique, évidemment, sur le plan économique, je pense que nous allons en parler dans les détails tout à l'heure. Bon, mais sur le plan militaire aussi, je pense que le bout du tunnel n'est pas loin. À ma qualité de membre du gouvernement, je sais que notre vaillante armée est en train de se préparer, est prête, et que la fin du calvaire de ce côté-là aussi, c'est pour très bientôt. Donc, j'ai bien raison. Je dis que c'est trop bon humeur, un dictateur qui disait il y a un an, on était au bord du gouffre, depuis, on est passé devant. Un pas en avant, ça veut dire qu'on est dans le gouffre. Ce n'est pas ça, sûrement, et vous savez très bien, passer le message, et il a été reçu. Monsieur le ministre, vous étiez devant l'Assemblée nationale il y a de cela quelques semaines, précisément le 21 décembre, et nous revenons ainsi à nos moutons, et devant la représentation nationale pour défendre votre budget, 135 députés à l'unanimité étaient dans la salle et ont adopté le budget. Donc nous allons partir à l'Assemblée nationale pour vous remettre dans l'ambiance, monsieur le ministre. Nous avions un reporter, Ibrahim Traoré, il s'appelle. L'Assemblée nationale vote à l'unanimité le budget d'État 2013. Il prend en compte les priorités du moment, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, la reconquête des régions du nord du Mali et l'organisation des élections. L'accent est mis aussi sur la consolidation des acquis dans les secteurs sociaux. Le vote du projet de loi de finances 2013 intervient à un moment où l'économie nationale est soumise à une grave crise que traverse le pays. À cela s'ajoute la conjoncture sous-régionale et internationale, ce qui entraîne de grandes
grandes incertitudes sur les objectifs de recettes budgétaires en raison de la contraction de l'activité économique. Voilà, monsieur le ministre, les recettes 1007 milliards de francs CFA, les dépenses 1057 milliards de francs CFA, et cela a été voté. On note un déficit seulement, je dirais, vous expliquerez pourquoi, de 50 milliards de francs CFA. Vous étiez content? Ah oui, je suis très content que l'Assemblée nationale ait voté le budget. Bon, elle l'a voté à l'unanimité, ça a toute une signification. Je suis surtout content des échanges qui ont eu lieu parce que le vote du budget en soi seul ne dit pas tout. Ce qui dit tout, c'est tous les débats qui existent entre les députés et le gouvernement. C'est le ministre des Finances qui est là devant l'Assemblée, mais c'est le gouvernement, pour communiquer, pour communier par rapport à l'année 2013. Quand on parle du budget, on parle de l'année de l'État. Mais avant d'arriver au budget 2013, je voudrais d'abord parler du budget 2012, parce que l'Assemblée nationale avait auparavant adopté le budget 2012 rectifié. Alors, comme vous le savez, en décembre 2011, l'Assemblée avait déjà adopté le budget de 2012. Et bon, c'était avec un déficit de 142 milliards de francs CFA. Donc, il y avait des recettes de 1341 milliards et puis des dépenses de 1483 milliards. Donc, un déficit de 141 milliards de francs CFA. Et puis, juste après que l'Assemblée ait adopté le budget, sont survenus plusieurs événements graves. Le premier de ces événements, c'est que le constat final a été fait en novembre. En novembre 2011, il a été constaté que la campagne agricole 2011-2012 a été un véritable échec et que pour en corriger les conséquences, il fallait un total de plus de 100 milliards de francs CFA en apport pour secourir les populations dans les zones où la production agricole a été très très mauvaise, pour secourir celles des populations qui n'ont pas le moyen de se nourrir, ça veut dire les distributions alimentaires gratuites, pour préparer la campagne agricole 2012-2013, parce que lorsque une campagne agricole est mauvaise, il faut s'attendre qu'à la veille de la campagne suivante, qu'il n'y ait même plus de semences. Donc, il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour que la prochaine campagne, elle, soit une réussite au cas où le bon Dieu nous donne les pluies, parce que la campagne 2011-2012 a été un échec à cause du manque de pluie. Alors, donc, pour 2012-2013, tout ce que nous avons préparé en termes d'approvisionnement des producteurs en engrais, en termes de semences, et tout ça. Et tout ça là, les 100 milliards de francs CFA. Et ça, c'est donc la première grave crise que le budget 2012 a dû absorber après que l'Assemblée ait adopté le budget avec 142 milliards de francs CFA de déficit. Deuxième grand choc que le pays, donc le budget, a subi, c'est qu'à partir du 17 janvier 2012, il y a eu donc les premiers coups de feu au nord, et le président de la République, chef suprême des armées de l'époque, a vu venir ce que nous vivons aujourd'hui. Il a donc ordonné que, en dehors des ressources qui étaient déjà prévues pour les forces armées et de sécurité, que des ressources supplémentaires, donc il s'agit de questions militaires, donc je ne dis pas les chiffres, mais en tout cas c'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA qui ont été mises à côté en faveur des forces armées de sécurité pour justement pouvoir répondre à l'appel de la patrie, à la défense du territoire national. C'est le deuxième choc. Le troisième choc, c'est évidemment le 22 mars. Alors tout le monde sait que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde n'accepte pas les coups d'État. Et donc, lorsqu'il y a eu un coup d'État, le 22 mars 2012 au Mali, les partenaires du Mali ont abandonné le Mali. Ils ont suspendu leur coopération. Et évidemment, à cause des violences et de l'insécurité qui a suivi le coup d'État, l'économie nationale elle-même s'est fortement rétrécie. Et donc, le budget a eu un manque à gagner que nous avons initialement estimé à plus de 600 milliards de francs. Donc, c'est ça les trois grands chocs que le budget a subis. Et puis, le gouvernement a été mis en place le 24 avril et le ministre du budget et moi n'avons pas eu d'autre choix que de prendre les ciseaux et puis de couper. Il fallait que
le peu qui restait de recettes sur le budget d'État puisse couvrir toutes les dépenses pour éviter tout dérapage. Donc, il a fallu réduire les dépenses. Or, tout ce que je viens de dire plutôt augmentait les dépenses. Alors, le secours aux populations sinistrées, c'est des dépenses supplémentaires, et l'appui supplémentaire à l'armée, c'est des dépenses supplémentaires. Et donc, cela n'a pas été très facile. Cela a fait beaucoup de grincements dedans. Oui, on pense que vous avez pris les ciseaux les yeux fermés. Ah, pas du tout. C'est pas du tout alors. Pas du tout. J'ai pris les ciseaux. Nous avons pris les ciseaux avec beaucoup de parcimonie. Nous avons une équipe de techniciens très compétents et très engagés que je voudrais saluer au passage, qui nous ont aidés. Et les ministres de la République ont été très compréhensifs. Chaque fois qu'un ministre apprend qu'on a coupé son budget de 70%, de 80%, sa première réaction est de dire « mais Tiana est contre moi ». Et puis quand il vient et qu'on lui explique, il dit « ah, vraiment, j'accepte ». Tout le monde a accepté. Je pense que ce n'est pas seulement les ministères d'ailleurs, les institutions de la République, l'Assemblée nationale, la médiature, enfin, tout le monde y est passé. Nous avons coupé partout. Mais il y en a que nous n'avons pas coupé du tout et auxquels nous avons même ajouté des ressources. Nous n'avons pas coupé un franc au ministère de la Défense. Nous avons au contraire maintenu les ressources supplémentaires que le président de la République leur a accordées en janvier. Et en plus de tout cela, toutes les fois qu'ils ont eu des dépenses nouvelles, on les a accordées. C'est voilà pour la sécurité. Nous avons bien sûr maintenu toutes les dépenses de grand soutien à l'économie. Par exemple, nous avons continué à payer les subventions aux engrais. Nous avons continué à payer le fonctionnement des hôpitaux, le fonctionnement des universités. Nous avons continué à payer la part étatique des achats d'antirétroviraux, la gratuité de la césarienne, la gratuité des soins du palu. Alors tout ça là a été maintenu. Et donc en plus du côté de la défense et de la sécurité, on a augmenté. Et donc là où on a diminué, on a vraiment beaucoup diminué. J'ai rencontré une fois les journalistes de la maison de la presse à l'occasion d'un séminaire. Ils m'ont gentiment dit qu'on a coupé l'aide à la presse de 80%. Il se trouve que le ministre qui était avec moi a eu son budget coupé de 85%. Alors donc je pense qu'eux aussi ont accepté. Tout le monde a accepté ce qui est arrivé. La situation très difficile nous a imposé aussi d'essayer de procéder à certains ajustements pour améliorer les recettes. C'est ainsi que nous avons pris des mesures toutes particulières ici au niveau de la douane, au niveau des impôts, pour essayer d'améliorer les efforts. Bon, les journaux ont fait part à certains moments de harcèlement fiscal dont les entreprises sont l'objet, mais de manière générale, les Maliens ont accepté. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de le dire, que je salue l'esprit de patriotisme dont tout le monde a fait montre à l'occasion des coupes budgétaires très fortes et des sacrifices supplémentaires qu'on a demandé quand on a augmenté le prix des hydrocarbures, et ça va continuer. Justement là, Monsieur le ministre, je me permets de vous interrompre. Le prix des hydrocarbures a pris l'ascenseur, le prix du sel, le prix de plusieurs produits ont augmenté, certains de 100%. Le prix des hydrocarbures a augmenté un peu. On a augmenté deux fois de 10 francs, puis une fois puis de 15 francs. On a augmenté juste 2 fois. Mais en vérité, à la date d'aujourd'hui encore, les hydrocarbures coûtent moins cher au Mali que dans tous les pays autour de nous. Là, je peux témoigner. Voilà, ça veut dire que, en vérité, il y a eu des occasions où on aurait dû augmenter et on ne l'a pas fait. Et cette année, la situation de difficultés particulières nous amène à le faire. Mais même si ce n'était pas ça, la gestion rationnelle de l'économie fait que cela n'a pas beaucoup de sens qu'un pays qui n'est pas producteur se mette à accorder des subventions dont il n'a vraiment pas les moyens. Et le plus criard de ça, c'est effectivement les subventions sur le gaz. Le gaz, bon, donc j'ai eu certaines discussions avec certaines personnes, mais de manière générale, bon, j'ai rencontré plusieurs femmes leaders pour leur expliquer que la consommation de gaz ici au Mali se fait essentiellement dans les villes. Il y a 2% des ménages qui utilisent le gaz et les personnes qui utilisent généralement ont le moyen de payer le gaz au tarif normal. Il n'y a donc pas de raison de continuer à subventionner. On me répond: ah oui, mais attention, la subvention au gaz, c'est pour réduire la consommation de bois. Moi, je suis tout à fait convaincu que même si la subvention de gaz venait à disparaître complètement, les personnes qui utilisent le gaz aujourd'hui vont continuer à utiliser le gaz et que donc
l'effet sur notre politique de préservation de l'environnement ne sera pas du tout négatif. Alors, en tout cas, le gouvernement nous a demandé de faire dessus avant de continuer à réduire les subventions. Cette étude est en cours. Et en tout cas, si, comme je le pense, les conclusions de l'étude sont que la demande, quel que soit le à l'acheter, nous allons réduire progressivement jusqu'à supprimer complètement cette subvention sur le gaz. Et je remercie encore une fois tous les Maliens d'accepter ces sacrifices-là, parce que c'est à cette seule condition, que nous pouvons mobiliser les ressources en faveur de l'armée malienne. Je sais quoi des universités, salaires, bourses, alors les salaires. Les salaires, on en a peur. Parlons-en. Alors n'ayez pas peur, les salaires, nous allons continuer à les payer. Je l'ai déjà dit, je voudrais le répéter, cela fait partie de la priorité. Le paiement ou pas des salaires est une question seulement de priorité. Et lorsque nous avons fini de donner les ressources dont l'armée a besoin, et lorsque nous avons fini qu'il faut pour organiser des élections, parce que nous avons besoin des élections, ah ben, la priorité suivante, c'est les salaires. Donc, nous avons assez de ressources pour payer les salaires. Il n'y a aucun danger. Il y en a qui demandent l'augmentation. Alors, bon, il y en a qui demandent des primes. Oui, alors, bon, là, ça, c'est plus difficile. Donc, je voudrais effectivement profiter de votre micro pour expliquer que ce n'est pas parce que l'on paye régulièrement les salaires à terme échu. Nous sommes le mois de janvier et je vais dire que la tradition que nous avons de payer les salaires de l'armée avant le 20 janvier, cette tradition-là va être respectée, et puis que tous les autres salaires de tous les travailleurs vont être payés avant le 31 janvier. Nous allons continuer à faire cela. Mais c'est pas parce que donc on fait cela qui signifie que nous nageons. Nous avons quand même des difficultés. On gère les maigres ressources que nous avons avec parcimonie, mais les difficultés existent. Donc je voudrais lancer appel à tous ceux qui ont des revendications très très fortes, en particulier, je ne vais pas me faire dans la langue de bois, les enseignants supérieurs, pour qu'ils acceptent. Il n'y a pas de refus du gouvernement de prendre en considération leur... Je sais qu'ils sont très très amers quand on parle de la situation de crise, parce qu'ils considèrent que leur combat date d'il y a plusieurs années, qu'ils avaient déjà fait des grèves, on les a priés d'arrêter, que le gouvernement va s'en occuper, et que maintenant, il faut qu'on vienne leur parler de la crise. On ne peut pas ne pas parler de la crise. La vérité est aujourd'hui qu'on n'a pas les ressources. Alors, nous avons eu, pour ne rien vous cacher, une réunion ici il y a 3 jours avec le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la fonction publique, et le ministre du budget et moi. J'espère que de venir rendre rend compte de la situation de crise. Alors, en des bourses aussi, en considérant que les partenaires ne seraient pas là, mais malgré l'absence des partenaires, dans le budget 2013, nous avons prévu la reprise de certains grands projets d'investissement, parce que sans les projets d'investissement, il y a la récession. En 2006%, on a en définitive connu 7,8% à cause du fait que nous, fondant même sur les ressources nationales, nous avons repris certains grands travaux. C'est vrai que si les travaux reprennent, les entreprises du BTP notamment vont reprendre leur travail, ça va créer des emplois, et c'est ça qui crée la richesse, et c'est ça qui crée la... En 2012, les entreprises du BTP, les entreprises de transport, de commerce, les entreprises d'hôtels, tout le secteur touristique a beaucoup souffert. Et nous espérons qu'avec les quelques qu'en définitive, dans nos prévisions, on a plutôt un taux de croissance positif de plus 4,8%.
Au-delà de tout cela, si les partenaires reviennent, cela va faire Justement, un bonus monsieur le ministre, supplémentaire. les partenaires, ils sont depuis longtemps, et nous avons un petit élément VTR que je propose. L'union conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers a permis d'adapter la revue budgétaire au contexte actuel, les défis de la transition. Au terme des échanges, à défaut d'arriver à une reprise totale de la coopération, les partenaires ont montré de bonnes dispositions en mettant en place un fonds d'appui au programme économique. On a échangé sur la possibilité d'avoir par exemple un trust fund, un fonds pour éviter que la crise s'aggrave dans les secteurs sociaux par exemple. Ce fonds fiduciaire-là va rassembler les appuis que les uns et les autres donnent et il va servir à financer des postes de dépenses sur lesquels eux et nous allons convenir. Et c'est des postes de dépenses qui auront été choisis à cause de leur importance pour la survie même de l'État du Mali. Pour ce qui concerne les appuis budgétaires, les préalables pour l'Union européenne, par exemple, reste l'élaboration d'une feuille de route crédible et consensuelle. Car selon les chefs de file des partenaires, aux deux objectifs connus de la transition, l'on pourrait désormais ajouter un troisième qui est d'empêcher que la situation actuelle n'aggrave les défis dans les secteurs sociaux. Au vu de l'ampleur et la gravité de la situation, en appel à la trêve sur le front social. Tous ceux qui pensent qu'ils ont des choses à demander à l'État, qui pensent qu'ils sont dans leurs droits, qu'ils sont dans leur légitimité. Je ne conteste ni les droits ni les légitimités, mais je voudrais que chacun accepte que la situation du pays est difficile et que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de dépenser plus que ce que nous avons. Les regards sont donc tournés vers le 1er février, date du conseil d'administration du FMI sur le dossier du Mali. Voilà donc, monsieur le ministre, vous les avez donc rencontrés, ces partenaires techniques et financiers. Justement, la question que les Maliens se posent, ils sont pourtant là. On dit qu'ils ne sont pas avec nous. Alors, les partenaires, vous savez, immédiatement après le coup d'État, après le 22 mars, la plupart d'entre eux nous ont formellement notifié qu'ils suspendent leur coopération avec le Mali, suspendent toutes leurs, sauf les actions humanitaires. Bon, donc, sur le plan, même à nous appuyer, comme ils ont pu, certains d'entre eux jusque dans les camps de réfugiés en dehors du Mali pour assister les populations déplacées. Mais donc la coopération formelle, c'est-à-dire l'aide budgétaire ou budgétaire sectorielle ou les projets ont été suspendus. Mais en vérité, il faut dire que je crois que ceux qui représentent ce sont des gens qui finissent par Maliens, qui finissent par connaître, apprécier et aimer les Maliens et le Mali. Parce qu'ils sont très vite venus nous voir pour dire, bon, c'est vrai que la coopération est suspendue, mais il faut quand même qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser ces populations, les populations qui sont dans le dénuement le plus total, c'est eux-mêmes qui sont venus pour nous dire ça. Alors, on ne veut pas dire le nom d'un pays ou un organisme en particulier pour ne pas faire de frustrés, parce qu'ils sont très l'avoir fait, et ils ont trouvé toutes sortes d'astuces eux-mêmes pour reprendre les programmes, par exemple, sur les appuis aux institutions de microfinance. La formule qui existait était que les partenaires déposaient les ressources au Trésor et nous, on les transmettait aux institutions de microfinance, puisque désormais, le Trésor était banni dans leur coopération. Ils avaient des astuces pour continuer à les aider. Et le gouvernement lui-même aussi a pris son bâton de pain pour faire le tour, aussi bien de ceux qui sont ici que dans les pays aux alentours. Notre langage a été de leur dire, oui, c'est vrai qu'il y a eu un coup d'État. Bon, mais enfin, vous dites que vous vous appuyez pour la lutte contre la maladie, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Si c'est de cela qu'il s'agit, votre décision qui est aujourd'hui en cours, ce n'est pas beaucoup les ministres qu'elle frappe, ni les dirigeants de manière générale, ce sont les populations les plus démunies, c'est ceux qui luttent au quotidien avec la maladie, avec la pauvreté, que vous frappez le plus. Et je crois que nos partenaires ont été sensibles à ce langage-là, puisque assez rapidement, entre eux, qui constitue le baromètre pour les autres, c'est-à-dire le Fonds monétaire, la Banque mondiale. C'est important que tout le monde comprenne
que dans les programmes de coopération entre un pays comme le nôtre, les pays pauvres et les partenaires, surtout les partenaires occidentaux, le Fonds monétaire et la Banque mondiale constituent des baromètres, puisque quand on est en programme avec le Fonds et la Banque, ça signifie qu'on gère l'économie de manière rationnelle, alors, et quelle que soit leur volonté, si vous n'êtes pas en programme avec le Fonds, aujourd'hui au Mali, ils sont en train de nous dire, bon, il faut que vous soyez en programme avec le Fonds, il faut qu'il y ait une feuille de route pour le gouvernement, je vais y arriver tout à l'heure. Bon, donc, ceux qui constituent les baromètres, le Fonds monétaire et la Banque mondiale a envoyé ici, par elle-même, je dois le dire, dès le mois de juin, une mission pour venir voir ce qui se passe. Le représentant résident de la Banque mondiale ici et nous, il a rencontré plusieurs membres du gouvernement, plusieurs fois nous-mêmes ici au ministère des Finances, pour s'assurer que justement, nous sommes en train, pendant la période difficile où ils ne sont pas là, nous sommes en train de gérer l'économie de manière à éviter les dérapages. Nous sommes en train de faire en sorte, même si cela n'apparaît pas beaucoup, à mettre les opérateurs économiques en confiance pour que l'économie malienne soit relancée. Et c'est, je crois, lorsqu'il s'est lui-même assuré de tout cela, il a insisté pour qu'une mission de la Banque mondiale vienne ici au mois de juin pour venir évaluer la situation. Ils sont venus, ils se sont rendus compte que l'économie du Mali n'est pas gérée par, j'appelle les choses par leur nom, par Kati, mais par Tiana Koulibaly ici au ministère, et puis Marepa Samoura à l'ancien hôtel des finances, et nous deux et nous seuls. Et cela a été une très bonne chose, je crois, puisque quand ils sont repartis à Washington, cela a permis un peu de dégeler les atmosphères et de mettre tout le monde en confiance que le Mali, ce n'est pas la jungle. Le Mali d'aujourd'hui, le Mali du mois de juin est le même que le Mali qu'ils avaient quitté ici. Le 22 mars, il y avait une délégation du FMI ici. Bon, donc, en tout cas, jusqu'au 21 mars, ils considéraient que tout allait bien. Donc, ils ont fini par comprendre que c'était comme le 21 mars. Voilà. Et donc, cela a permis de reprendre les discussions avec la Banque mondiale. Le Fonds monétaire, habituellement, vient ici au mois de septembre pour discuter avec nous du budget. Ils ne sont pas venus au mois de septembre, mais par contre, ils ont continué à discuter avec nous avant le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est moi qu'ils ont invité avant nous. Voilà. Et donc, ils sont venus, cette fois-ci en délégation du octobre, à partir du 1er novembre. Et bon, nous attendons le 1er février, une mission, le conseil d'administration du Fonds monétaire va statuer sur le dossier du Mali. J'espère que les réponses vont être positives. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Nous avons une très très bonne mission avec le chef de délégation. Il a rencontré non seulement le ministère des Finances, mais tout le monde ici au Mali, les institutions, la société civile, les syndicats et tout ça. Et je pense qu'il est reparti confiant que le Mali est de retour. Et donc, le 1er février, le conseil d'administration du Fonds monétaire va adopter le programme économique du Mali pour l'année 2013. Le Fonds monétaire va officiellement annoncer qu'il a adopté, qu'il est en programme avec le Mali. Le lendemain, ce sera la Banque mondiale, et puis le surlendemain, tous les autres vont venir. Le budgétaire va rendre 2013, les mots bien sûr moins importants que d'habitude, mais l'année 2014, Inch'Allah, Chili Kagale, l'année 2014 sera une année normale. Monsieur le ministre, là, quand on parle des partenaires techniques et financiers, beaucoup pensent aux Occidentaux, aux institutions de Bretton Woods. Il y a ceux qui ne sont jamais partis, les fonds arabes. Absolument, et je voudrais le président de la Banque islamique de développement, qui est une référence d'abord à cause de son âge, mais à cause de son très grand amour, dit qu'il faut, c'est pas en ce moment que la banque et il y a déjà pour et avant-hier, j'étais vice-président de la BID, pour les Européens Mali, qui sont tous des gens beaucoup Mali. Ben, donc, simplement la BID, comme vous le dites, c'est tous les bailleurs de fonds arabes et islamiques qui sont venus normalement vis-à-vis. Parce que, bon, nous avons accumulé quelques de l'extérieur, mais évidemment, nous avons toujours fait attention à ceux qui continuent à venir. Et évidemment, je pense qu'avec la crise, tout ça va très vite être résorbé. Monsieur le ministre, on parle de finances, mais je vais forcément mettre une dose de politique. Et le Qatar, dans tout ça, des Maliens semblent accuser le Qatar d'être un soutien pour certains mouvements rebelles. Alors, le président de la République est parti au Qatar. Hein? Le président de la République est parti au Qatar. Il est revenu pour nous dire que l'émir du Qatar a d'abord annoncé que cela est complètement faux, que son pays n'a jamais soutenu aucune rébellion contre le Mali et que
Au contraire, le Qatar est très, très engagé pour aider le Mali de manière générale, mais en particulier pour la reconstruction du Nord. Parce que le gouvernement, effectivement, est déjà à certains égards à l'après-reconquête du Nord. Nous sommes en train de concevoir un vaste programme d'investissement pour le Nord immédiatement après la reprise. Et le Qatar a dit qu'il va être sur les premières lignes pour le financement de ce programme-là. Monsieur le ministre, on va avancer. Comment comprenez-vous la communauté internationale dans ses assertions? On nous parle de faire des élections. On nous dit d'ici avril, on nous dit qu'il faut conquérir le pays, mais il faut attendre, comme certains l'ont dit, septembre 2013 pour conquérir le pays. Comment comprenez-vous cette assertion? Et si vous avez une position, avez-vous aujourd'hui les moyens de financer des élections? Alors, avons-nous les moyens de financer les élections? Je pense commencer par ça. La réponse est oui, nous avons les moyens de financer les élections. Dans notre budget, nous avons prévu d'importantes ressources pour les élections. C'est vrai que ce qui est habituel est que le financement des élections, pour l'essentiel, vient des partenaires. La part de l'État ne vient que compléter. Et nous espérons qu'avec la reprise de la coopération, cette année encore, ce sera comme ça. Bon, mais pour les élections, comme pour la reconquête du Nord, le Mali va jouer sa partition, quelles que soient par ailleurs les positions des uns et des autres. Et je pense que cela est important, cela renforce notre peuple, la dignité de notre peuple, et cela renforce aussi notre pays vis-à-vis de nos partenaires. Il faut que les partenaires sachent que nous-mêmes sommes conscients des difficultés que nous vivons, que les partenaires sachent que malgré l'extrême rétrécissement, le très important rétrécissement de nos ressources, nous savons faire la part des choses et fixer nos priorités, et que avant qu'ils ne viennent, nous avons nous-mêmes déjà quelque chose pour faire l'essentiel. C'est pour ça que nous avons effectivement affecté d'importantes ressources à la reconquête du Nord, c'est-à-dire aux forces armées de sécurité d'un côté, et aux élections de l'autre. Si personne ne vient, ça signifie que si nous organisons des élections, les per-diem, par exemple, que l'on paye aux gens, on va leur demander d'y renoncer. Il faut que les Maliens acceptent que la situation du Mali est difficile et que nous devons faire beaucoup avec peu, et nous en avons les moyens si chacun accepte le sacrifice. Donc si les partenaires ne viennent pas ou tardent à venir, si le jour où nous serons prêts à faire les élections, nous les ferons avec nos propres ressources. Mais on va couper en plusieurs endroits des budgets habituels. Si les partenaires viennent, bon, on fera des élections comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, par rapport à toutes ces discussions de savoir est-ce qu'il faut faire les élections avant ou après la reconquête du Nord, moi je pense que ces questions-là se posent à l'extérieur parce que les mêmes questions se posent ici à l'intérieur. Il faut admettre qu'il y a une importante balle dans notre camp entre nous Maliens. C'est que franchement, depuis le 22 mars, c'est arrivé très rarement que nous soyons d'accord entre nous sur quelque chose. Et je pense qu'on a perdu beaucoup de temps. C'est le citoyen qui parle avec son cœur en direct. Moi, je pense que nous devrions, nous, Maliens, faire un effort sur nous-mêmes pour nous mettre ensemble quand il s'agit de sauver l'essentiel. Malheureusement, mon sentiment est que, en tout cas, cela n'a pas été le cas jusqu'ici, mais mon sentiment est aussi que chaque jour qui passe, on s'approche quand même de l'entente globale. Donc, je suis très, très optimiste que nous y arriverons. Monsieur le ministre, on dit vulgairement que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Avez-vous de l'argent pour la guerre? Absolument. Beaucoup d'argent. J'étais tenté de vous demander, vous avez un budget que vous traitez de réaliste, n'est-ce pas un budget de guerre? Oui, en fait, on peut l'appeler un budget de guerre. Un budget de guerre, justement, aujourd'hui, le réalisme, c'est la guerre. Le réalisme, aujourd'hui, c'est la guerre. J'ai entendu hier encore dire que nos frères dans Sardine, qui avaient pourtant dit qu'ils renonçaient à la violence et tout ça, qu'ils ont dit qu'ils renoncent à la renonciation à la violence. Ça veut dire qu'ils vont remettre ça.
Bon, je pense que quand il y a des situations comme ça, en même temps qu'on doit leur parler pour qu'ils acceptent de revenir à la renonciation à la violence, et rien ne vaut ça, il faut quand même qu'on soit prêt. Si quelqu'un fait la violence, il n'y a pas la réponse à la violence, c'est la violence. Voilà. Et le gouvernement a mis les ressources qu'il faut pour répondre à les attaques, pour reprendre le Nord. Le gouvernement a mis toutes les ressources qu'il faut. Là, je dis toutes les ressources, ça veut dire d'abord la motivation des troupes, parce que quel que soit l'équipement que vous donnez aux soldats, quelles que soient les primes, les indemnités que vous leur donnez, s'ils n'ont pas le sentiment qu'ils sont en train de se battre pour leur pays, de courir le risque de leur vie pour leur pays et que cela est apprécié, tous les efforts seront vains. Alors donc, c'est d'abord ce travail-là qui est en train d'être fait par le ministre de la Défense et son équipe, et je voudrais les saluer ici. Bon, nous, tous les jours, tous les autres membres du gouvernement, chacun contribue à sa manière. Notre rôle à nous, ici, au ministère des Finances, est de savoir hiérarchiser les dépenses de manière à donner la priorité à l'armée et aux services de sécurité, c'est ce que nous faisons. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup parlé du tissu social, le tissu économique est également complètement effiloché. Les opérateurs économiques ne savent plus à qui se vouer. Est-ce que vous avez, je sais que vous les avez souvent rencontrés, est-ce que vous avez prévu des mesures qui pourraient les aider à nous aider? Alors, donc, les opérateurs économiques ont été effectivement très, très fortement frappés par la crise. Dans nos calculs, à nous, le taux de croissance, par exemple, pour 2012 est de moins 1,5% de manière générale, mais le taux est de moins 20% dans le secteur des BTP et il est de moins 9% environ dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire le commerce, le tourisme, hôtellerie et tout ça. Bon, alors qu'est-ce que nous faisons pour les aider? Je vous ai dit que dans le budget 2013, nous avons décidé d'investir de l'argent dans les grands projets qui permettent la relance de l'économie. En réalité, c'est seulement par les grands travaux que les entreprises du BTP arrivent à avoir du travail. Et ce sont ces travaux qui, par exemple, les partenaires extérieurs. Et encore une fois, c'est les projets d'investissement qui font repartir les machines. Alors donc, cette activité-là du gouvernement pour relancer l'économie. L'autre chose que nous faisons, c'est que bon, c'est un peu difficile. Par exemple, si j'avais les moyens, Dieu sait que j'aurais pris ma plume un jour pour dire, bon, toutes les entreprises qui sont dans le secteur BTP, dans le tourisme et tout ça, là, et bon, donc je annule tous leurs arriérés d'impôts. Ça, on n'est pas capable de le faire. Mais par contre, nous avons fait une ouverture pour dire que toutes les entreprises qui sont dans les difficultés peuvent demander, mais c'est cas par cas, peuvent demander au cas par cas, et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Ce que nous avons fait d'autre pour essayer d'atténuer l'effet de la crise, c'est que justement en 2012, tous les projets qui n'ont pas fonctionné, qui ont fermé, qui ont abouti à des licenciements importants, je crois que tout le monde a suivi au cours des derniers jours. Le ministre de la fonction publique est en train d'organiser les concours d'entrée à la fonction publique. Bon, il n'y a que 1500 personnes, 1512 exactement, personnes qui vont être recrutées au niveau du ministère de la fonction publique. Mais en vérité, pour l'année 2013, en dehors de ceux qui vont être recrutés comme fonctionnaires, les 1512, il y a des recrutements dans le domaine des collectivités, il y a des recrutements à l'armée, il y a des recrutements à la police. Donc, tous ceux qui ne sont pas annoncés publiquement en même temps que les concours d'entrée à la fonction publique sont quand même des occasions pour des Maliens d'avoir des emplois. Il va y avoir 6 000 emplois qui vont être créés par le gouvernement. Donc, ce n'est rien par rapport à tous ceux qui ont perdu leur emploi et ce n'est surtout rien par rapport à tous ceux qui, même avant la crise, étaient des jeunes diplômés sans emploi. On m'a dit qu'il y en a 80 000. Bon, mais c'est un effort. Il est souhaitable que les Maliens comprennent le grand effort que fait le gouvernement de transition, malgré
les grandes difficultés. Ça veut donc dire que le peu de ressources que nous avons, nous l'utilisons avec beaucoup de parcimonie pour pouvoir faire chaque jour progresser le Mali. Monsieur le ministre, on le sait, c'est partout dans le monde, en période de crise, il y a un certain nombrilisme qui se voit, les gens regardent leur nombril. Alors il y a des opérateurs maliens qui pensent que vous pouvez appliquer par exemple la préférence nationale dans l'attribution de certains marchés. Bon, écoutez, cela est difficile dans le monde d'aujourd'hui. Je ne vais pas dire tout à fait impossible, on peut toujours continuer à réfléchir, à élaborer des textes dans ce sens-là. Mais voyez-vous, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui au Mali, c'est que les partenaires du Mali ont suspendu leur coopération. Ça veut donc dire que la part des partenaires dans la coopération, dans l'économie du Mali est quand même importante. Alors, ce n'est pas tous les partenaires qui accepteraient que les projets qu'ils financent et que les entreprises de chez eux soient exclues de cela. Voilà. Donc, il y a certains partenaires qui viennent pour dire « Ah oui, nous préfinançons tout, mais il faut que le travail soit fait par les entreprises de chez nous. » Alors, est-ce que nous choisissons de refuser que ce soit fait par leurs entreprises et puis renoncer au projet? Ou est-ce que nous acceptons le projet dans lequel, même si c'est les entreprises du pays, du bailleur, il y a quand même des citoyens maliens qui vont être embauchés. Et puis c'est l'économie malienne qui va bénéficier des bienfaits du projet. Donc dans la situation actuelle du Mali, décider d'accorder une préférence aux entreprises nationales n'est pas une chose impossible, mais il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Le dernier point que je voudrais dire, c'est que le Mali est membre de deux unions économiques. Le Mali est membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Mali est membre aussi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et dans chacune de ces organisations, un des principes est que les personnes peuvent aller s'installer là où elles veulent, elles doivent avoir le même traitement que les citoyens. Et voilà, le Mali est, je le dis parce que j'ai déjà été ministre chargé de l'économie il y a plus de 20 ans, le Mali est le pays qui, dans ce sens-là, respecte le plus les engagements, mais à mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose. Monsieur le ministre, un de vos successeurs et prédécesseurs à l'hôtel des finances aime souvent dire, vous savez, il n'y a que l'argent pour régler les problèmes d'argent. Attendez-vous à de grandes rentrées d'argent? Nous attendons d'abord les partenaires. Les partenaires, je pense qu'ils vont faire moins en 2013 qu'ils n'avaient prévu de faire en 2012 et qu'ils n'ont fait en 2011, mais quand même, il va y avoir plusieurs dizaines de milliards de francs CFA que nous allons attendre des partenaires. Nous attendons de nous-mêmes à l'intérieur ici, nous avons, comme je vous ai dit, amélioré notre système de travail qui fait que sans harceler davantage les bons payeurs, nous obtenons davantage de chacun et puis nous élargissons l'assiette. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est pour cela que nous pensons que nous allons avoir des recettes d'un total de 1007 milliards, ça c'est le budget d'État. 1007 milliards, c'est quand même, en comparé au budget 2012 corrigé, le budget 2012 corrigé, c'est 941 milliards de francs CFA. Ça veut donc dire qu'on a 59 plus 7, donc on a en tout cas une soixantaine, 70 milliards de francs CFA en plus. Mais en dehors de ça, il y a que dans les années passées, l'État du Mali a financé ses déficits par des bons du Trésor, voilà, auprès des banques. Et quand survenait le coup d'État du 22 mars, les paiements que nous avions à faire pour le reste de l'année 2012 et pour lequel nous n'avions plus les moyens, il y en avait pour près de 200 milliards de francs CFA. Et malgré cette situation très très difficile, nous avons nous-mêmes été agréablement surpris
que c'est vrai que la Banque centrale nous a beaucoup aidé à dire aux banques, bon écoutez, vraiment le gouvernement du Mali, tout ce qui se raconte n'est pas vrai, la gestion de l'économie se fait normalement, les opérateurs sont en train de revenir, les partenaires sont en train de revenir, et cela, nous avons été très très agréablement surpris de voir que la confiance avec les banques revient. Toutes les fois que nous avons eu une échéance, que nous devons payer 20 milliards de francs CFA, que nous on ne les avait pas, nous avons demandé à ceux à qui nous devions les 20 milliards de nous les prêter, de nous prêter les 20 milliards pour qu'on paye l'échéance, et puis ça devient une nouvelle émission. Et cela évite qu'on considère que nous sommes en impayés. Et les banques ont toujours marché. Nous avons, la dernière fois, demandé qu'on nous prête l'argent pour que nous payions l'échéance, et on nous a prêté plus d'argent que nous n'avons demandé. Nous avons eu 5 milliards en plus. Ça veut donc dire aussi que la confiance des banques renaît, que la signature du Mali revient, et que donc, pour 2013, en dehors de ce que nous attendons comme amélioration de recouvrement par nous-mêmes, en dehors de ce que nous attendons comme appui des partenaires, nous avons aussi la possibilité d'emprunter auprès du système bancaire parce que la signature du Mali est là. Mais je m'empresse de dire que ce que l'on prête, on doit le payer et que ce que je viens de dire ne change rien à l'appel que j'ai lancé aux syndicats, parce que ce n'est pas la même chose. Nous souhaitons que les syndicats, encore une fois, acceptent de mettre en sourdine leurs revendications, de sursoir à tout ça, d'accepter de discuter avec nous et de nous comprendre pour que nous trouvions ensemble la bonne formule de passer ce cap très très difficile. Monsieur le ministre, ce qu'on doit aussi, on le paye. La dette intérieure ne vous inquiète pas, c'est que vous devez aux Maliens, aux citoyens lambda, à l'opérateur économique? Ah si, la dette intérieure nous inquiète, mais nous faisons beaucoup d'efforts sur la dette intérieure. Par exemple, sur les crédits TVA notamment, les entreprises nationales à qui nous devons les crédits, on les paye normalement. Je pense que chaque jour qui passe, le stock, pas du tout. Le stock est réduit, c'est des paiements réels que nous faisons. Hein. Donc, avec les entreprises, il y a des jeux d'écriture. Quand une entreprise doit payer ses impôts et puis qu'on lui doit, des crédits TVA, là-bas, on fait la compensation. Ça, c'est pas une monnaie de singe, mais une entreprise qui doit 3 milliards, à qui le Trésor doit 2 milliards, et on fait la compensation, il nous paye 1 milliard. S'il y a eu une monnaie de singe, c'est le Trésor qui a perdu. Mais ça c'est mes décisions que nous n'allons pas exiger de celui à qui le Trésor doit 3 milliards, le Trésor doit 2 milliards, on ne va pas lui exiger de payer les 3 milliards que lui il nous doit. En nous faisant la compensation, il paye seulement le milliard. Ça, ce n'est pas une monnaie. Maintenant, ceux à qui le Trésor doit et qui ne doivent rien, bon, nous les payons. C'est vrai qu'on ne peut pas payer le jour même, mais je vais par exemple vous dire que depuis le mois d'avril, nous avons payé plusieurs dizaines de milliards aux fournisseurs d'intrants du système, donc les subventions. On a payé plusieurs dizaines de milliards. Aujourd'hui, on ne doit plus rien au titre de la campagne agricole de 2011 jusqu'à 2011-2012. Bon, 2012-2013, ça vient juste d'entrer, puis le rythme va continuer. Bon, il y a toujours des citoyens qui ont des petits mandats de savoir que quelqu'un a accès au ministre du Budget, au ministre des Finances, au secrétaire général. Là, j'ai mon de 5 millions, ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Bon, au Tiba, là, mais en tout cas, on fait beaucoup d'efforts et nous essayons au niveau du Trésor de faire le first in, first out. Les premiers venus sont les premiers servis. Et les choses s'améliorent de jour en jour. Merci, monsieur le ministre. Nous approchons la fin de cette rencontre. Mais quelles questions auriez-vous voulu que je vous pose après ce temps de discussion? C'est une colle, ça. Ce que je souhaitais, moi, que les citoyens retiennent de notre entretien, de l'adoption du budget 2013, est que le budget 2012 que nous avons refait, tout comme le budget 2013, cela a été fait d'abord dans le sens du meilleur intérêt des Maliens. Il est important que chaque citoyen comprenne cela, que le gouvernement de transition est en train de travailler dans le meilleur intérêt de chacun. Que lorsque nous demandons à quelqu'un d'accepter des sacrifices,
c'est bien parce que nous ne pouvons pas faire autrement, mais que le gouvernement reste très engagé pour que chaque Malien ait accès à l'eau potable, pour que chaque Malien ait accès à la nourriture, pour que chaque Malien ait accès aux soins de santé, mais pour que d'abord le Mali redevienne un et indivisible. C'est à cela que nous travaillons. Et lorsque nous aurons libéré le Nord, nous allons élire un président de la République et il va reprendre ces choses-là, toutes les actions de manière, j'allais dire, légitime avec grand L. En attendant, nous, nos deux priorités étant la libération du Nord et les élections, nous continuons quand même à gérer le pays. Merci, Monsieur le ministre. Je vais terminer cette émission débat par une question malicieuse. Vous avez calculé tous vos points d'intérêt, toutes les priorités. Ça coûte 1 milliard. On vous donne 1 milliard. Où est-ce que vous allez l'investir? Pourquoi coûter 1 milliard? On m'a donné 1 milliard. On vous donne 1 milliard pour résoudre les problèmes actuels qui se posent. Où vous les mettrez? Moi, je donne à l'armée. Terminez votre phrase pour conquérir. Ah oui, pour conquérir le Nord. Je vous ai dit que la priorité première du gouvernement de transition, c'est la libération du Nord. Nous souhaitons que chaque Malien accepte que chaque sacrifice qui lui est demandé soit d'abord dans ce sens-là. Voilà. Si nous augmentons le prix des hydrocarbures, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous réduisons la subvention sur le gaz, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Si nous demandons aux syndicats de surseoir aux augmentations de salaire, c'est pour avoir les ressources et libérer le Nord. Alors, il y a plein d'autres choses que nous faisons. Nous avons coupé le fonctionnement de toutes les administrations, les budgets de tous les... Et tout ça, là, c'est pour dégager les ressources et libérer le Nord. Et je m'empresse de dire que personne ne croit que nous allons ramasser les milliards et puis les donner comme ça au ministre de la Défense. Mais évidemment, là-bas aussi, l'argent ne se donne que suivant les règles budgétaires précises. Et donc, toutes les ressources qui n'auront pas été effectivement investies pour la reconquête du Nord vont être investies pour la reconstruction du Nord. Parce que après la reconquête, il s'agira bien sûr de reconstruire tout ce qui a été détruit. Et bon, en tout cas, le gouvernement de transition va commencer immédiatement le lendemain et le gouvernement élu, enfin le gouvernement nommé par le président élu, va continuer. Merci, Monsieur le ministre. Je comprends au terme de ces 60 minutes d'émission pourquoi votre sourire est communicatif. Je m'adresse à l'ensemble des Maliens pour leur dire qu'il ne faut pas désespérer de l'avenir. Le Mali est grand, le Mali est fort, le Mali revient. Merci, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup.